Bien, bonjour tout le monde, Patrice Ouellette ici de la méthode 48 heures. Écoutez, on a un invité de marque aujourd'hui. Vous savez, ma passion pour la haute performance, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit par rapport à sa santé, ses finances, que ce soit au niveau professionnel, peu importe notre profession, il y a des gens qui réussissent toujours à aller dans une zone qui est très différente, qui n'est pas commune à beaucoup de gens. Et j'ai un invité aujourd'hui, justement, qui va nous parler de culturisme. On va aller dans une dimension, vous allez voir quelqu'un de très passionné et qui a fait aussi des compétitions. On parle d'un niveau excessivement élevé. Et je le dis souvent quand je parle aux gens, dans ma vie, j'ai eu le privilège de rencontrer quand même plusieurs athlètes, que ce soit au niveau olympique, professionnel, également des CEO de grandes entreprises. Et je disais à Gabriel, qui est notre invité, que on réalise pas comment est-ce que la vie des gens qui vont dans une zone différente, dans une zone de haute performance, comment leur vie est remplie de routine, comment à la limite, il y a beaucoup de monotonie. Monotonie dans le bon sens, c'est ce qui permet de garder ses bons points de repère. Mais pour certains qui voient ça de l'extérieur, on est toujours surpris un peu de voir comment ces gens-là sont disciplinés. Mais c'est une discipline aussi qui devient un peu naturelle et qui crée un peu de monotonie qui les garde dans une zone. Vous avez la chance d'aller voir le documentaire de Netflix sur le Tour de France. Vous allez voir c'est quoi des athlètes qui performent à très haut niveau, comment est-ce qu'ils se nourrissent, comment c'est monotone, c'est du riz, du poulet, les protéines sont calculées, les carbs sont calculés. On va parler de tout ça avec notre invité Gabriel. Gabriel Côté, salut mon ami, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, pareillement? Ben oui, pleine forme. Gabriel, vraiment content de t'avoir avec nous. Merci de prendre le temps de venir nous rencontrer, parler aux auditeurs. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, juste pour nous situer un peu, Gabriel, parle un petit peu de où tu viens. Quel endroit, père, mère, frère, sœur? Bon, premièrement, il va falloir que j'y aille dans les détails. Je viens de Québec. Mes deux parents étaient dans l'armée, donc on a été mutés ici. D'origine, en fait, je viens de Longueuil. Je suis né à Longueuil. J'ai jamais réellement resté là longtemps, puisque, comme j'ai dit, mes parents ont été mutés à Québec. J'ai deux frères, Raphaël étant le plus jeune, Samuel, celui du milieu, et je suis le plus vieux. Puis, c'est un peu d'où je viens. C'est toutes des L, Samuel, ouais, Gabriel. Ouais, puis, je pense qu'il y avait un concept à la maison. Là. OK. Il n'y a pas eu de L, il y a juste eu des gars. Oui, exactement aussi. OK, c'est bon. Puis, parle-nous un petit peu, Gabriel, avant qu'on rentre dans un peu dans ce qui est une de tes passions, ton parcours professionnel un peu. On va pouvoir expliquer aux gens aussi comment est-ce qu'on s'est rencontrés, dans quelles circonstances. Oui, si vous voulez, je peux partir vraiment de la sortie du secondaire. Je pense que c'est important. À la sortie du secondaire, tu sais, souvent, on se fait dire au secondaire, il faut vraiment que tu poursuives tes études, il faut tailler au cégep, et ainsi de suite. J'avais pas nécessairement envie de faire ça. Tu sais, j'ai jamais été quelqu'un qui cherchait à suivre le mouvement de la masse, qu'on pourrait dire, tu sais, parce que tous mes amis allaient au cégep. Puis à ce moment-là, moi, les autos, ça me passionnait. Ça me passionne encore, donc j'ai fait un DEP en mécanique automobile à 17 ans. Puis, j'ai jamais travaillé là-dedans parce que lorsque j'ai vu ce qui était possible pour moi dans cette industrie-là, ça m'appelait pas vraiment. Je cherchais plus à ce niveau-là. Puis, en sortant de ça, je suis allé travailler comme assembleur mécanique chez la compagnie des parents d'un de mes amis, un de mes amis d'enfance qui est Vermax, signalisation Vermax ici à Québec. Puis par la suite, j'ai fait soutien technique qui m'a amené à soutenir techniquement au téléphone ou parfois en personne les produits qu'ils vendaient un peu partout. Même j'ai été des fois aux États-Unis pour arranger des équipements, ces choses-là. Puis je pense que cette entreprise-là a eu un énorme influence sur mon développement personnel parce que ils m'ont mis dans des situations où j'avais pas le choix de me débrouiller. Donc dans ces moments-là, tu grandis. Par la suite, honnêtement, je serais possiblement resté à cette entreprise-là parce que j'aimais ce que je faisais. Mais
la personne étant que je suis, j'étais à ce moment-là incompris avec moi-même parce que je cherchais plus. Puis, je suis comme n'importe qui cherche plus, qui sait pas quoi faire, tu t'en vas dans la vente. C'est vrai, hein? Puis, c'est vraiment là où j'ai découvert un peu, tu sais, j'ai certains talents, tu sais, dans divers aspects de ma vie, mais le réel talent que j'ai, c'est la vente. Je m'en suis rendu compte quand je suis allé là. J'ai vendu dans le domaine du payment processing, des machines Interac et ainsi de suite. Puis, ce qui m'amène à plus récemment, que là, j'ai fait ça pendant quelques années. Puis, à un moment donné, j'avais juste réellement besoin d'un break mental pour de multiples raisons. Puis, j'ai décidé en sachant que mes deux parents étaient dans les forces canadiennes, que c'était vraiment un système très, très ordonné, très régimenté, dans lequel, à la base de l'échelle, tu as plus ou moins besoin de penser. C'est beaucoup, on te dit quoi faire et tu l'exécutes, donc c'était parfait pour moi. J'étais à la recherche d'un break mental de ce genre-là, de ne pas avoir à prendre de décisions, de ne pas avoir à gérer des gens et ainsi de suite. Je suis rentré dans les forces. Puis le cours militaire de base, pour moi, ça a été vraiment, comme je disais, ça a été un break. Ça m'a vraiment permis de... Puis c'est important, ouais, Gabriel, ce que tu comptes là, parce que mon fils Andrew a passé par là il y a 2 ans, le camp des recrues, comme on l'appelle. Puis pour plusieurs, c'est comme, c'est une épreuve, c'est un choc. Oui, vraiment. Puis pour toi, c'était comme... Ben là, je regardais autour de moi, puis tu sais, il y en avait plusieurs qui trouvaient ça difficile, tu sais, beaucoup de pleurs, beaucoup de ci, beaucoup de différentes émotions, tu sais, souvent c'est un choc. Pour certaines personnes, ça va être la chose la plus dure qu'ils vont avoir faite dans leur parcours. Pour moi, ça a juste vraiment été un break total. Parce que pour une fois, j'avais pas de décision à prendre, j'avais pas rien, aucune responsabilité autre que on m'assigne de faire le ménage de ma chambre ou de faire des inspections ou d'aider un de mes collègues ou il n'y a pas de problème de faire ça. Fait que j'ai complètement relaxé. Puis au départ, tu sais, quand je suis rentré, j'étais pas nécessairement censé rester très très longtemps, mais là, la COVID est arrivée ainsi de suite. Puis ça a juste été vraiment un convenient, qu'on pourrait dire en anglais. Là, Dis-moi, Gabriel, juste pour revenir au camp des recrues, les autres qui te voyaient, puis que tu n'avais pas l'air ébranlé du tout, toi, tu étais là-dedans comme sur un bateau pendant tempête, puis il n'y avait pas de problème. On te posait-tu des questions? Tu sentais-tu que les gens venaient à toi facilement? Je pense que je suis quelqu'un qui est naturellement facile d'approche, mais que pour certains, je sais pas si c'est mon type d'humour ou des fois la personne que je suis, mais que il y en avait certains qui me trouvaient intimidant. Puis pour ces raisons-là, des fois, ils vont comme hésiter à venir me voir. Mais tu sais, les personnes qui étaient dans mon pod, qu'on pourrait dire, dans ma section de... souvent, tu sais, je me rappelle toujours, il y a un de mes très bons amis que j'ai connu au QMB qui a un moment donné qui est venu me voir, qui dit là, Gab, tu sais, je vois que t'as une coupe de force ici, là, puis je veux vraiment que tu m'aides à passer au travail. J'ai fait, il n'y a pas de stress. Je vais t'aider. Okay. Il faut dire que physiquement, sans que tu parles, ça peut être intimidant. Ouais, il y en a qui disent que j'ai la voix un peu... Tu sais, t'as une voix grave, t'es quand même, on s'entend, bâti, comme on dit en bon québécois. Fait que, OK, c'est bien. Fait que t'es passé un peu, Gabriel, d'un milieu, comme tu dis, de vente, où c'est rempli de créativité, où tu es toujours en train de décider ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, parce que la vente, c'est très ouvert comme milieu. Un milieu, donc, comme tu disais, plus régimenté, où là, tu avais comme besoin de te déposer, de dire là, j'ai besoin d'un break mental, c'est ça? Oui, j'avais besoin tout simplement de ne plus avoir à prendre de décision. Je comprends. Je pense que c'est ça qui m'avait vraiment brûlé mentalement parce qu'il se passait plusieurs choses à ce moment-là. Tu sais, ça allait pas nécessairement bien. Puis tu sais, la chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on est en vente, c'est une chose de travailler pour une compagnie. Tu sais, où il va y avoir une certaine structure. Si tu fais des erreurs, tu sais, la structure est là un peu pour te rattraper, te conseiller, ainsi de suite. Moi, j'étais à mon compte. Donc, tu as 100% la tête sur le bûcher. Tu es 100% responsable des succès ou des échecs que tu vas avoir. Tu es 100% responsable de la façon dont tu vas réagir à soit ces succès ou ces échecs-là. Puis, ce que ça fait, c'est que ça peut être très, très bon au niveau de l'amélioration personnelle ou ça peut aussi devenir à long terme très difficile à supporter parce que tu n'es jamais en contrôle nécessairement des choses qui vont t'arriver, mais tu
j'essaie de, sans rentrer trop dans le sujet, je pourrais en parler longtemps, mais j'avais tout simplement juste besoin d'un break. Mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Gabriel, parce que j'enseigne beaucoup que plus on peut... Lorsqu'on veut atteindre un autre niveau de performance, il faut aussi organiser sa vie pour qu'il y ait des décisions qu'on a à prendre à chaque jour qui deviennent plus automatisées. Ouais. Un exemple bien simple que je donne, c'est qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Qui devrait être décidé le soir avant de se coucher pour garder cette énergie-là qu'on appelle la volonté, le pouvoir décisionnel. Puis c'est bien documenté par la science. Hein? Willpower, qui est probablement le meilleur livre par rapport à ça. Toutes les décisions qu'on a à prendre dans une journée, qui sont, disons, de niveau 3, si on peut dire, qui sont importantes, oui, mais qui n'ont pas un gros impact. Si on peut plus les automatiser, on se garde l'énergie, justement, pour les décisions qui sont vraiment, vraiment importantes. Fait que je trouve ça intéressant quand tu dis « j'avais besoin d'un break pour ne pas avoir à prendre de décision ». Ouais. C'est un phénomène aujourd'hui qui est à ne pas négliger. Là. Dis-moi, Gabriel, donc 2019, 2018, 19, 2020, est-ce que tu étais toujours passionné par l'entraînement, tout ça? Ben, je vous dirais, c'est drôle parce que j'ai tout le temps eu, tu sais, mais si je regarde un peu... mon père, mon grand-père, et ainsi de suite. C'est vraiment des hommes. Mon grand-père, si je ne me trompe pas, il a déjà été bûcheron dans Gaspésie. C'est des hommes avec des grosses structures. Fait que, sans m'entraîner, j'avais déjà une certaine structure en termes physiques, que je veux dire. Ouais. Puis, avant de rentrer dans les forces, j'avais un mode de vie actif, oui, mais je ne m'entraînais pas. OK. Et j'avais déjà l'air en forme. Plusieurs me disaient « Hey, tu sais, t'entraînes-tu? » Je fais « Ouais, pas vraiment. Des fois, je vais au cours de CrossFit à ma femme. Des fois, je vais... » Donc, tu avais déjà comme un ADN, la génétique dans le monde de du ce sport, côté-là. Ouais, dans le monde du sport, la génétique n'est pas 100% responsable de ton succès. Ça serait de mentir de dire ça, mais ça a définitivement un rôle à jouer, la génétique. Ouais. OK. Puis, c'est ça. J'ai réellement commencé à développer un intérêt pour l'entraînement en rentrant dans les forces. OK, c'est comme si l'énergie que tu avais pu à mettre pour prendre des décisions, tu l'as canalisée. On pourrait dire regarder ça de même? On pourrait dire ça, mais c'est sûr que à la base, ça, je le dis souvent aux personnes proches autour de moi, quand que je passe par une phase mentale de ce niveau-là, mais quand j'ai pas l'impression de progresser, j'ai l'impression que je vais imploser. OK. Fait que, l'entraînement, pour moi... Quand je suis arrivé, là, on fait le cours militaire de base, on s'entraîne, c'est quand même relativement facile, puis tout dépendamment de la personne. Puis là, je suis arrivé à Borden après ça pour faire mon cours de métier qui était technicien en structure d'aéronef. Puis, quand on rentre dans les forces au début, c'est pas la grosse paye. Fait que ce que je me suis dit, je me dis, aller au gym, ça coûte rien. Puis, pour vraiment aller encore plus dans les détails, j'avais commencé à aller au gym un petit peu. Il y avait un de mes bons amis, Josh Monette, qui s'appelle. Je sais pas s'il va écouter parce que c'est un anglophone, mais il comprend le français. Fait que si jamais il l'écoute, il va pouvoir se rendre compte qu'il y a eu un certain crédit dans le succès. Il y a un impact. Ouais. Puis moi puis lui, à un moment donné, on avait été à une présentation sur les forces spéciales qu'il y avait eu à Borden. OK. GTF2? C'était Seesaw. Ouais, Seesaw à ce moment-là. Puis là, j'ai regardé ça, je me dis, crime, ça a l'air d'être un méchant challenge. Puis je pense que j'aimerais peut-être faire ça. Puis j'en avais parlé à ma blonde à ce moment-là. Puis elle fait, tu devrais peut-être l'essayer pendant que t'es jeune. Puis ainsi de suite. Puis... Fait que finalement, on a commencé, moi puis lui, à aller s'entraîner au gym dans ce but-là. OK. Sauf que, puis lui, parenthèse à part, c'était un fan fini du culturisme, du bodybuilding et du tir au poignet, le arm wrestling. C'était un fan fini de ces deux choses-là. Puis, il a vu que dans le gym, non seulement je devenais plus fort, plus gros, plus vite que lui, très rapidement. Puis, au fur et à mesure qu'on continuait à s'entraîner, puis ainsi de suite, il a dit, crime, tu devrais peut-être faire du bodybuilding, du culturisme, parce que tu grossis vite en tabarnouche. Je pense que tu as la génétique pour faire ça. Puis, tu sais, oui, on s'entraîne à fort. Tu sais, il y a une grosse partie de l'entraînement que les gens se poussent pas assez. Tu sais, des fois, ils ne voyaient pas assez de résultats parce qu'ils se poussent pas assez. Nous autres, on se poussait fort. Puis, je pense que ça a été pour ça, tu sais, qu'on voyait le plus de résultats.
Puis il fait, ouais, je pense que t'as une génétique pour faire ça. Là, je fais, OK, puis c'est quoi ça le bodybuilding? Puis là, tu sais, il m'a montré des photos. Mais tu sais, tu te souviens, Arnold, qu'est-ce qu'il faisait sur stage, puis ainsi de suite. Puis je fais, ouais, je sais pas si je suis vraiment prêt à aller me mettre en posing trunks, en boxeur, si on veut, sur un stage. Puis il dit, non, tu devrais peut-être l'essayer. Puis finalement, j'ai commencé à regarder le contenu, les compagnies qui faisaient des suppléments, tu sais, comme. Qui étaient présents dans le monde du bodybuilding au Canada. Les athlètes, le ci, ça. Puis j'ai vraiment trouvé là-dedans un challenge dans lequel que je me reconnaissais. Parce qu'il faut être à 100% en contrôle de son entraînement, de sa diète, de son hygiène de sommeil, de sa supplémentation, du mode de vie que tu vas avoir. Il y a tellement de variables. Tu sais, pour s'entraîner comme tel, il n'y a pas de variable. Tu sais, tu peux aller au gym juste pour avoir du plaisir, parce que ça fait du bien au mental, mais pour faire du culturisme, faire du bodybuilding, puis compétitionner et gagner, il y a une structure fondamentale et nécessaire à appliquer. Puis ça, c'est sans parler de l'entourage qui doit t'entourer pour que ce soit possible. Puis quand j'ai réalisé ça, j'ai fait « OK, je pensais là-dedans, je m'en vais ». Puis donc, je t'écoute parler, Gabriel, mais tu as comme tout absorbé ça d'un temps record. Ben, je pense que ma blonde elle pourrait témoigner de ça, mais j'ai un certain talent pour m'adapter très rapidement à plusieurs choses. Laser focus, comme on dit, là, tu as comme tout mis ton focus. C'est exceptionnel parce que tu n'as pas fait ça sur 10 ans, là, ce que tu nous dis là. Non, ben tu sais, à ce jour, ça fait un petit peu plus que 4 ans et demi que je m'entraîne. Wow. Vraiment pour ça. Puis, tu sais, pour ceux qui connaissent un peu le culturisme et ainsi de suite, tu sais, tantôt, vous m'avez vendu comme un grand athlète parce que oui, j'ai gagné ma classe dans une compétition internationale à Toronto, mais c'est encore dans le monde du bodybuilding une chose normale à faire avant de devenir professionnel. Il y en a qui gagneront pas nécessairement jamais un show régional. Fait que, tu sais, oui, je pense que j'ai un certain succès parce que ça, c'est un show international. Mais, ouais. Parle-nous un petit peu, Gabriel, pour situer les auditeurs, parce que, tu sais, culturisme, bodybuilding, juste nous démystifier un peu ce que c'est, ce que ça n'est pas non plus. Mon Dieu, c'est large comme question. Ben, pour commencer, il y a plusieurs divisions. Autant pour les hommes que les femmes. Moi, personnellement, je compétitionne dans le classique physique qu'on appelle, qui est une division qui est pour reproduire ce que Arnold, si on veut, avait l'air dans le temps, le golden era du bodybuilding. Tu sais, les petites tailles, les grands X-frames qu'on appelle, c'est vraiment la taille en V, le haut du corps en V, les poses plus classiques, plus artistiques qu'on pourrait dire. Parce que le bodybuilding maintenant, tu sais, au bodybuilding open, qui est différent du classique physique, c'est vraiment le but, c'est de garder, oui, une belle symétrie, mais d'être surtout le plus gros, la plus grosse maturité musculaire, la plus grosse masse musculaire, être en meilleure condition, un petit peu moins axé sur les lignes, le physique, la symétrie, puis tout ça. Puis ils n'ont pas de limite de poids non plus. Tandis que moi, j'ai une limite de poids à laquelle il faut que je fasse pour compétitionner. OK. Puis dis-moi, en s'entraînant comme ça, parce que, écoute, je vois que tu travailles, tu fais ça en même temps que tu fais aussi d'autres choses en vie professionnelle, est-ce que ça a un impact sur ta souplesse? Est-ce que malgré le fait que tes muscles augmentent, ta masse musculaire augmente, tu sais, y a-tu des inconvénients? Y a-tu des... Il y en a plusieurs. OK. Ben, tu sais, on s'est rencontrés justement où ce que je 430, travaille, au 430. ouais. Puis souvent, tu sais, je suis pas... Oui, j'ai une certaine masse musculaire, mais je suis pas dans l'énorme non plus. Tu sais, en ce moment, je me tiens environ à 240 livres, mais j'ai pas vraiment une grosse masse adipeuse ou une grosse masse grasse, qu'on pourrait dire. Fait que, tu sais, c'est surtout une bonne masse musculaire. En pourcentage, sans indiscrétion, ça se situe à combien? Mettons, ça va varier de quoi à quoi dans ton meilleur, dans tes grosses périodes d'intensité, puis sur un rythme de vie plus normal? Ben là, comme en ce moment, ce qu'on appelle dans le monde du culturisme, je suis en off-season. Donc, on n'est pas en train de se préparer pour une compétition. Donc, en ce moment, à ma meilleure estimée, parce que les pinces, tu sais, vous avez sûrement déjà vu ça, là, les pinces pour mesurer le taux de gras, c'est plus ou moins, c'est un average,
c'est un average des différentes places qu'on va mesurer, c'est plus ou moins précis. Mais si j'avais à y aller vraiment avec mes connaissances à moi, puis ce que ça a l'air en réel, je pense que je me tiens environ à entre 12 et 15% de gras corporel en ce moment. Puis c'est ce qui est optimal à mon avis, c'est ce qui est santé pour un homme. Par-dessus ça, on commence à jouer plus proche peut-être d'être en surpoids, mais... Puis quand tu rentres en période, mettons, appelons ça d'intensité, où là tu te prépares, puis tu t'en vas en montant en puissance, appelons ça de même, tu peux descendre à quoi à peu près? Encore là, j'ai pas fait les pinces ou le test hydrostatique dans l'eau, mais d'après moi, sur le stage, j'étais à 4 ou 5. Aïe, c'est incroyable. Ouais, vraiment, la meilleure comparaison qu'on pourrait faire ça, la peau sur la grandeur du corps est une petite affaire plus épais que nos paupières. C'est une petite affaire plus épais que la paupière, dans le fond. C'est vraiment mince. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Wow, je suis vraiment impressionné, quasiment assommé. 4-5, mettons de 4 et 6%, on s'entend que c'est quelque chose que j'ai jamais vécu, évidemment, mais que je pense pas que je vais vivre. Dans le monde du culturisme, on appelle ça être traversé. J'imagine. Est-ce que tu te sens bien dans ta peau quand tu es à ce niveau-là où tu le fais vraiment, puis tu as hâte que ça finisse, comme on dit? On sent pas bien parce que on sent, pour répondre à la question, non, 0 puis une barre, on est vraiment à l'article de la mort quasiment en fait là. Ah oui. Mais l'excitation d'aller performer bat tout ça. D'aller vraiment présenter le travail qui a été fait pendant la saison de préparation. Parce que moi, me préparer pour les 2 compétitions que j'ai faites, ça a pris 5 ou 6 mois quand même. Ah oui. Ouais, de vraiment atteindre ce niveau-là. C'est tellement de belles comparaisons de ce que tu fais, Gabriel. Puis quand je parlais le cycliste Tour de France, les athlètes prennent l'année pour se préparer pour le Tour de France. Puis on l'a vu cette année, ceux qui ont suivi ça, entre Vingegaard puis Pogacar. Pogacar peut-être été moins bien préparé, ce qui fait qu'il y a eu une étape qu'il n'a pas été en mesure de performer une étape seulement. Puis ça a mis fin à son... C'est vraiment l'effet cumulatif de chaque petite chose dans la préparation qui vont, à long terme, vraiment avoir un gros impact. Mais tu sais, pour revenir à ce que vous m'aviez demandé, il y a beaucoup de restrictions au niveau de la flexibilité, c'est là où je voulais m'emmener. Souvent, mes collègues vont trouver ça excessivement drôle quand c'est le temps de soit monter sur l'aéronef ou de monter dans l'aéronef. Petite anecdote à part, dernièrement, v'là 3 semaines, juste avant que je tombe en vacances, j'ai mis une jambe sur le côté de l'aéronef puis j'ai déchiré mes pantalons. Ça vous donne un exemple. Puis au niveau de la flexibilité, oui, il y a certaines choses, certains travails auxquels je suis limité juste parce que soit que je suis pas assez flexible ou je suis trop gros pour aller atteindre une certaine pièce. Oui, ça a un impact, mais dans l'instant même, c'est pas trop pire. OK. Parle-nous un peu, Gabriel. Je suis curieux d'entendre comment ça se passe ta vie quand tu dis, bon, ça m'a pris 6 mois. Le 6 mois, exemple, où tu sais que, je sais pas, moi, l'an prochain, au mois de février, tu as une compétition, puis parle-nous un peu, j'aimerais ça qu'on aille dans le détail du quotidien. Comment ça se passe, le quotidien de quelqu'un qui se prépare? OK. Ben, c'est sûr que pour commencer, je fais pas ça tout seul. Moi, je suis coaché à l'année par Alexandre Auger, qui est quelqu'un que ça fait très longtemps qui est dans le bodybuilding du Québec. Puis il s'occupe de mon entraînement, ma diète, ma supplémentation, toute la vitamine D, toutes les choses auxquelles on peut avoir besoin, oméga 3, tout ce que vous voulez, c'est lui qui va s'occuper de ça. Puis dans le quotidien, je vous dirais que ça tourne beaucoup autour de préparer pour le lendemain. À tous les 3 jours, je vais cuisiner des grosses batchs de bouffe qu'on pourrait dire, où je vais préparer mes repas pour pouvoir faire la semaine et ainsi de suite. Mais au quotidien, je vais me lever le matin. Première des choses que je vais faire, c'est me lever affamé. Fait que je vais déjeuner. Je vais me rendre au travail. À 9h, je mange un repas qui est au break qu'on a là-bas. À midi, je vais manger un repas. À 3h, je vais manger un repas qui me prépare pour aller à mon entraînement que je vais aller environ à 3h30, 4h. Je m'entraîne pendant 2 heures.
Ensuite de ça, en préparation pour une compétition, je vais rajouter là-dessus une demi-heure d'exercice cardio après mon entraînement. Donc un total de 2h30 pour après ça revenir à la maison, manger mon post-workout meal qu'on appelle, et plus tard en soirée, manger mon dernier repas pour un total de 6. Fait que... Puis en termes de calories, Gabriel, ça peut représenter quoi par jour? Ben là, en off-season, comme qu'on a en ce moment, on est pas au plus haut, mais on s'approche. Mais quand j'ai commencé ma prep, ma préparation, j'étais à 4800 calories par jour. Mais tu sais, ça, c'est en tenant compte que c'est 4800 calories de poulet-riz ou des choses, tu sais, que j'ai pas de Sunday là-dedans. Là. Non. C'est divisé sur 6 repas, puis c'est ça. Au quotidien, T'es-tu en déficit calorique ou t'es toujours un peu en surplus ou t'es pas mal équilibré? Ouais, ben en fait, lorsqu'on est en préparation, on va réduire les calories, tout dépendamment comment l'avancement se fait, tu sais, à quel... tu sais, moi, je sais que mon coach, il descendait environ de 200-300 calories, on va dire, aux 2 semaines. Puis, ça te plonge dans un déficit calorique parce que c'est la seule façon de perdre du poids. Tu sais, ça, c'est la loi sur la thermodynamicité, je pense qu'il appelle, thermodynamics en anglais. Il faut que tu sois en déficit calorique pour perdre du poids. Absolument, c'est mathématique. Ouais. Hein? Oui, c'est mathématique. C'est le nombre de calories qu'on mange versus le nombre de calories qu'on dépense. Sauf que la chose qu'il faut garder en tête, c'est que dans le bodybuilding, on veut conserver le maximum de tissu musculaire possible, mais d'éliminer juste les gras. Juste les gras. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est que la protéine va monter. Il y a d'autres choses qui vont descendre, comme les carbs. Tu sais, les carbs, souvent, le monde, il pense que c'est la seule solution, mais c'est pas vrai. C'est juste que dans notre cas, nous autres, on a besoin de carbs pour aller faire du glycogène dans le muscle, et ainsi de suite, être capable de s'entraîner. Mais c'est des calories qui sont faciles à aller couper parce que des carbs, c'est très, très calorifique. Mais, tu sais, pour ma personne, j'ai pas eu une préparation qui est dans la norme, on pourrait dire. Parce que mon métabolisme est très, très rapide, puis j'ai une bonne génétique. Fait que là, comparativement à d'autres athlètes, mes calories sont restées hautes très longtemps. Tu sais, si je me trompe pas, aller jusqu'à même 10 weeks out, qu'on appelle, qui est 10 semaines avant la compétition, j'étais encore, je pense, à 3600 calories par jour, tandis qu'il y avait d'autres personnes, d'autres gars dans ma division qui étaient déjà à 2200. Puis là-dessus, je faisais du cardio 5 fois semaine, une demi-heure, tu sais, après mon entraînement, tandis qu'il y en a d'autres que c'est 1 heure tous les jours, peu importe. Fait que, ton cardio, dans ton cas, toi, Gabriel, c'est-tu du vélo? C'est de la marche inclinée sur le tapis. Donc, c'est vraiment juste d'aller augmenter ton rythme cardiaque pendant une période donnée, puis qui va activer un peu le... Comment tu fais, Gabriel? Tu parles de préparer pour une compétition. Est-ce que tu as des éléments de mesure? Comment tu suis ta progression? Comment tu fais pour savoir que tu vas partir puis tu as des chances d'aller monter sur le podium, si on peut dire ça? As-tu des éléments de mesure? Comment tu fais pour t'évaluer? Ben, c'est intéressant comme question parce que c'est pas moi qui m'évalue. Okay. C'est vraiment mon coach. La première chose que j'y ai dit quand je l'ai rencontré il y a plus de 3 ans maintenant, c'est moi je veux pas embarquer sur un stage si je suis pas prêt. OK. Fait que ça a été... Parce que, tu sais, dans la vie, c'est important de prendre conseil de ceux qui ont atteint les résultats que tu vas avoir. Mon coach, à ce moment-là, avait atteint les résultats que je voulais avoir. Donc, j'y ai donné cette responsabilité-là. Je veux aller sur un stage quand tu vas juger que moi, je vais être prêt. Fait que là, justement, cette année, en janvier, il m'a dit « Gab, je pense que tu es prêt. » Fait que, tu sais, au niveau de comment qu'on s'évalue, ça va être sous forme de check-in qu'on appelle, à toutes les semaines. Fait que tu sais, je vais y envoyer des photos, mon poids, comment ma digestion a été, comment mes entraînements ont été, comment c'est super régimenté en fait. Là, donc ça transfère le pouvoir de décision à ton coach. Tu n'as pas à prendre de décision. Aucune décision. Si on peut refaire un parallèle avec ce que tu disais au début. Aucune décision. Okay. Fait que tu sais, c'est super régimenté. On contrôle vraiment toutes les variables possibles. S'il y a quelque chose qui marche pas, exemple, je me suis senti ballonné tel jour. OK, qu'est-ce que tu as mangé? OK, ce type de légumes-là, ça te fait clairement pas. Switch-le avec ça. Tu sais, c'est vraiment lui qui va
vérifier l'avancement des choses si on veut. Puis là, un des bons indicateurs, c'est justement mon poids, il descend ou il monte ou j'ai-tu de l'air ballonné. T'sais. Parle-moi un peu, Gabriel, du sommeil. C'est un sujet qui me fascine depuis des années, puisqu'on s'imagine que pendant qu'on dort, on fait rien, mais il y a tout un processus de consolidation d'informations 100%. Au niveau du cerveau, mais il y a aussi toute la récupération physique. Ouais. Comment tu évalues, puis comment tu contrôles ton sommeil? Il y a un party le samedi à la maison avec des amis, puis comment tu gères tout ça là, pour garder ton rythme? Ben là, c'est sûr qu'en partant des parties le samedi à la maison avec des amis, dans mon cas, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Moi, c'est... De 1 à l'année, 90% de l'année, je ne bois même pas. Pas un seul verre. Les seules fois où je vais boire, ça va être souvent à Noël, 1 ou 2 verres. Mais comment est-ce que je gère ça? C'est intéressant comme question aussi parce que j'ai toujours eu un trouble du sommeil, en fait. Avant même de commencer l'entraînement, avant même de commencer le culturisme, j'avais un trouble du sommeil, mais mon sommeil était mauvais, ainsi de suite. Puis ça a été vraiment une longue période d'adaptation pour essayer de trouver qu'est-ce qui marchait pas là-dedans. Puis souvent, c'était dû à des stress externes. Ce que je faisais avant en vente, puis ainsi de suite. Puis, excuse de te couper la parole, Gabriel. T'avais-tu de la difficulté à t'endormir ou tu t'endormais, mais tu te réveillais, tu n'étais plus capable de redormir? Ben, pour vous donner une idée, une des raisons pourquoi ça me prenait un break mental, c'est que dans les dernières semaines, avant d'arrêter puis de rentrer dans les forces pour ce dit break mental-là, je me réveillais le lundi matin, je travaillais, puis je dormais le jeudi matin. Il n'y avait pas de sommeil entre les deux. Fait que tu sais, c'est vraiment que je me couchais le soir, incapable de m'endormir, ça ne se faisait pas. J'ai tout essayé, la mélatonine, le magnésium, tout ce qu'on voudra, ça ne fonctionnait pas. Puis je pense pas que dans ces cas-là, l'alcool est une solution non plus. Ou d'autres, j'ai jamais vraiment été un grand consommateur des produits du cannabis non plus, fait que ça m'intéressait pas. Puis éventuellement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait beaucoup que... À ce moment-là, je pense que c'était le stress, surtout. Les agents externes. C'était des sources externes. Puis là, dans le bodybuilding, d'être aussi régimenté, à telle heure, tu fais telle chose, on fait ça comme ça l'a aidé. Fait que, tu sais, en prep, en préparation pour une compétition, en général, je vais me coucher à 9h30, puis à 5h ou 4h45, je suis debout. Fait que avoir une bonne hygiène de sommeil, c'est aussi avoir ça, de se coucher à telle heure, se réveiller à telle heure. Absolument. Puis dis-moi, pendant les compétitions, vu qu'il y a quand même un bon niveau de stress, tu réussis-tu quand même à bien contrôler ton sommeil ou c'est plus difficile? Ben, je vous dirais, c'est que là, avec les années, un peu avec ce que je faisais avant, puis ainsi de suite, je suis rendu avec un très très bon contrôle du stress. Il y a même des gens backstage en arrière de la scène cette journée-là, parce que les gens ne verront pas ça, ceux qui compétitionnent pas, mais c'est le chaos en arrière, tout le monde est stressé. J'imagine. OK, c'est à mon tour d'y aller, ma chanson, es-tu prête? Ou qu'est-ce que je mange? Parce que il y a tout l'aspect aussi que tu bois pas d'eau cette journée-là, ou très peu. Puis, faut que tu manges quand même pour te garder plein, puis ainsi de suite. Puis moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, je comprends pas pourquoi tu étais aussi calme. Mais la réponse que j'ai dit, le travail était fait. Ça sert à quoi de stresser? Là, en ce moment, la seule job qui me reste à faire, c'est d'aller le présenter sur le stage. Le travail a été fait. C'est pas aujourd'hui qu'il faut stresser, c'était avant. Puis tu sais, même encore là, j'ai une très très bonne gestion du stress à cette heure. Mais le bodybuilding a engendré un autre problème avec mon sommeil. C'est que là, tu sais, quand j'ai commencé à m'entraîner, je devais être, on va dire, 170 livres, 180 livres à 5 pieds 10. Puis dans mon off-season, comme en ce moment, je monte à 230, 240. OK, une méchante variation. Fait que, ben, tu sais, quand j'étais sur le stage, j'étais à 195. Fait que, tu sais, j'étais relativement pesant, tu sais, de le monde normal, on va dire. Mais là, en ce moment, ce que ça a causé, c'est de l'apnée du sommeil. Parce que, tu sais, mon chest est plus épais, il est plus lourd, tu sais, mon cou, et ainsi de suite. Je suis quelqu'un qui dort sur le dos uniquement. Fait que là, ça causait des blocages mécaniques. Fait que, tu sais, là, j'ai été consulté, puis j'ai été prescrit le CPAP, qui a... j'étais encore en période d'adaptation avec ça, justement, là, parce que, c'est pas vraiment naturel de dormir avec un masque dans la face. Non. Mais non, le sommeil, c'est important définitivement que ça aille...
une grande importance justement dans la vie de chacun parce que dans le bodybuilding surtout, contrairement à la croyance populaire, le muscle ne grossira pas pendant qu'on s'entraîne, il grossit pendant qu'on se repose. Fait que si tu te reposes pas, tu grossis pas. OK. Ben, tu vas grossir, ben, tu sais, le cortisol va être élevé, puis là, ça, c'est un autre paquet de troubles, là. Je comprends. Est-ce que tu vois des choses, Gabriel, dans ce que tu as appris dans les 4 dernières années, que, tu sais, je regarde, bon, ça a travaillé beaucoup ta discipline, ou ça a été naturel pour toi d'embarquer dans cette discipline-là? Comment tu évalues ça? Je vous dirais que à la base, j'ai toujours été quelqu'un de discipliné dans ce que je faisais. Du moment que je mettais, comme quand je suis parti de l'emploi que j'avais pour me lancer à mon compte en vente, du moment que je décide que je mets le focus sur quelque chose, je suis extrêmement discipliné. Okay. Fait que c'est ça, je pense que ça vient de mon père. De mon père et de ma mère, je dirais. Mais on va dire à 60% de mon père puis 40% de ma mère. T'sais, ils ont vraiment chaque part là-dedans de chaque aspect de la discipline. Là. Mais j'ai toujours été très discipliné. Puis c'est ça. Ça a été quand même relativement facile de ce côté-là pour moi d'aller atteindre ce niveau de discipline-là parce que je l'avais déjà fait dans le temps. Mais il y a eu certaines choses qu'il a fallu que j'améliore, parce que veut pas, on peut toujours s'améliorer, là, mais ça a été assez naturel. Comment est-ce qu'on réussit à avoir une vie de couple normale, entre guillemets, si on peut dire, quand on est focus comme ça, l'alimentation, c'est quand même assez régimenté. Ouais. Ça prend une conjointe, j'imagine, qui nous supporte, qui nous appuie, qui nous aime. Ouais, ben du moins, j'ose croire qu'elle m'aime. Ça va faire 9 ans que j'étais avec elle. Puis non, 100%. Ça prend un support vraiment très fort de notre entourage parce que, comme vous avez dit, juste les repas. Tu sais, vous veux pas, c'est un certain plaisir en tant que vie de couple de partager un repas. Ce qui est devenu plus difficile parce que je mange à des heures qui sont pas nécessairement les heures traditionnelles des 3 repas par jour. Puis, non seulement c'est pas nécessairement les mêmes repas qu'elle voulait manger. Mais on s'est rejoint un petit peu dans le milieu là-dedans parce qu'elle aussi s'entraîne. Tu sais, elle a tout le temps eu un intérêt pour l'entraînement bien avant moi, tu sais. Puis, quand j'ai commencé à suivre une diète, il y a 4 ans, on va dire 4 ans, comme du moment où on a été obligé de faire des concessions suite à la diète, elle a comme embarqué dedans un peu. Elle suivait une diète, elle aussi, puis elle mangeait les mêmes aliments. Mais c'est sûr et certain qu'au niveau de la vie de couple, ça prend un coup. Puis, je suis très, très... aware de ça, que ça donne un coup sa vie de couple. Fait que c'est important aussi de se garder des temps pour la vie de couple, justement. Surtout en prep, on va dire, on est beaucoup axé sur la préparation pour la compétition. Puis c'est important de garder en tête que il y a une personne en nous autres qui nous supporte puis qui est là pour nous puis qui nous assiste, mais elle a besoin aussi d'avoir un peu, pas de reconnaissance, mais du temps de couple. Elle a besoin de temps. Fait que ça l'affecte la vie de couple, mais je pense que du moment où on peut trouver pas un terrain d'entente, mais une façon que ça fonctionne bien, c'est relativement faisable. Ça va bien. Je pense que moi, elle était contente que la préparation finisse. Une fois que ça a été fini, je dis... Parce que là, on se rend même pas à quel point, voyons, excusez-moi. En allant dans une préparation, surtout la journée du show, on pouvait même pas imaginer les choses à laquelle il faut qu'elle pense pour m'aider. Parce que nous autres, notre cerveau, il marche plus à moitié rendu là. Fait que juste la veille, raser le corps à grandeur pour enlever tous les poils, le duvet sur les épaules, le ci, le ça. C'est tout elle qu'il faut qu'il fasse ça. C'est tellement... Notre compagne de vie, quand on est dans le bodybuilding, c'est indispensable. Non seulement qu'elle nous supporte, mais qu'elle soit là pour nous. Fait que, pour la vie de couple, pour la vie de couple traditionnelle, en tout cas, ça peut être plus difficile, mais elle me supporte là-dedans. Puis quand la prep elle a terminé, justement, je dis OK, là, Laurie, je te dois quelques dates. Oui, c'est ça. Fait que c'est... Tu vois le futur comment en termes bodybuilding pour toi, Gabriel? Ben là, c'est sûr que
Dernièrement, là, le 27 mai, j'ai gagné ma classe puis l'overall dans un show régional à Montréal. C'est ça qui m'a qualifié pour le show international à Toronto, que j'ai gagné aussi ma classe à cet endroit-là. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Puis dans un show qu'on appelle Pro Qualifier, qui était comme celui que j'ai fait à Toronto, quand tu gagnes ta classe, tu t'en vas à l'overall. Puis à l'overall, on compare tous les athlètes qui ont gagné leur classe en classique pour donner la carte de professionnel à celui qui a été le meilleur athlète cette journée-là. Fait que mon prochain objectif, c'est de devenir professionnel dans le bodybuilding, dans le classique physique. Est-ce que c'est j'allais dire une industrie, est-ce que c'est un domaine, Gabriel, où c'est facile de se faire des amis, comme en compétition? Est-ce que tu noues des liens quand même avec certains athlètes? Je pense que ça va dépendre beaucoup de le type de personnalité qu'on a. Parce que moi, ma personne, je me suis fait beaucoup de bonnes connaissances, des amis. Surtout, il y a même des gars que j'ai gagnés puis qui ont fini après moi, que on a commencé à se parler puis on s'est rendu compte qu'on s'entendait bien puis tout. Mais c'est facile aussi de se faire des ennemis. Okay. C'est facile aussi d'embarquer dans la roue de la critique puis de dire j'aurais dû gagner à sa place. Puis ça va vraiment dépendre de quel genre de personne qu'on est. Moi, je pense que je vois tous les compétiteurs comme mon ego, comme mon égal. C'est quelqu'un qui a fait la même souffrance que j'ai faite pour se rendre là. Ouais. Je pense qu'on est tous là juste pour le même but, mais c'est important aussi de voir que on est là pour avoir du fun aussi. Fait que... C'est un sport, Gabriel, donc ce que je comprends, c'est que tu finisses premier, deuxième, troisième, donc c'est un sport qui est évalué par des humains, un peu comme le patinage artistique. Ouais. Puis, c'est quoi qui fait selon toi, tu es allé, tu as monté sur la plus haute marche du podium, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là par rapport aux 2 ou aux 3? Comment t'expliquerais ça? C'est sûr que je me le demande moi-même encore, parce qu'à Montréal, c'était ma première compétition. Okay. Puis à Toronto, c'était ma deuxième à une semaine d'écart. Wow! Fait que tu sais, mais au bout de la ligne, tu sais, selon en termes de jugement, parce qu'il y a des juges, tu sais, ils vont surtout évaluer, tu sais, ta symétrie, ta masse musculaire, ton conditionnement, tu sais, t'arrives-tu en condition, il y a beaucoup de facteurs. Moi, je pense que ce qui a aidé, ça a été mes lignes qu'on appelle. Tu sais, quand je faisais mes pauses, j'avais vraiment des lignes classiques. J'étais bien proportionné, tu sais, en termes de jambes versus haut de corps. J'étais aussi plus gros, si on veut, que certains athlètes. Là. Il y en a qui, quand on nous comparait un à côté de l'autre, tu sais, la majorité des points en termes de size m'étaient attribués parce que j'avais plus de masse musculaire. Mais il y a tellement de variables, fait que je me demande moi aussi qu'est-ce qui a été la chose qui a fait que j'ai gagné. Mais je pense que c'est... Je suis arrivé avec une bonne masse musculaire, une belle présentation, un bon conditionnement. Puis j'ai dû passer les gars de peu, j'imagine, là, mais... D'après moi, c'est ça qui a fait la différence. Puis dis-moi, es-tu capable aussi de voir des choses que tu aurais pu faire mieux, malgré que tu as été sur le podium? 100%. Puis je peux même vous conter une anecdote. Là. Quand je suis allé à Toronto, à Montréal, je dirais, ça a bien été. J'ai été à l'overall, j'ai gagné l'overall, qui est la même chose qu'à Toronto, mais à ce moment-là, tu ne gagnes pas de carte professionnelle parce que c'est un show régional. J'ai gagné l'overall à cet endroit-là. Puis là, rendu à Toronto, j'ai gagné ma classe aussi. Quand je suis arrivé à l'overall, là, j'ai vu c'est quoi qui me manquait pour devenir professionnel. Parce que, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas hydraté cette journée-là. Tu sais, moi, mon eau, elle avait été coupée entièrement à 8 heures la veille, le soir. Ce que j'ai consommé le matin, c'était 2 ou 3 bagels avec de la confiture de fraises, parce que là, on va aller chercher des carbs, aller remplir le muscle, et ainsi de suite. Dans le jour, j'ai dû manger un peu de riz, un peu de poulet, mais tu sais, on n'est pas à... On file pas bien, là. Puis là, ce qu'on demande de nous, c'est d'aller vraiment flexer tous les muscles sur stage pendant, tu sais, un certain nombre de temps. Puis quand je suis arrivé à l'overall, je venais tout juste de débarquer de ma classe, puis... j'étais complètement essoufflé. Vidé complètement. Vraiment
moi, j'attribue ça à un manque d'expérience. Parce que quelqu'un qui va avoir fait plusieurs shows va comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Il va un peu se garder un peu de l'énergie. Il va avoir une préparation mentale aussi, j'imagine, différente. Moi, ma première compétition était à Montréal, puis j'ai gagné. Fait que j'allais vraiment à Toronto avec aucune pression dans un sens parce que j'avais déjà eu une belle victoire à mon premier show. Mais là, j'arrive dans un show international et je gagne encore. Là, il faut que j'aille à l'overall. Ça, j'étais pas prêt à ça. Puis quand je suis arrivé à l'overall, j'ai pas eu le temps de remanger un petit quelque chose. J'ai pas eu le temps d'aller boire une gorgée d'eau. Puis là, on parle, tu sais, s'humecter la bouche, mettons. Là. Fait que, tu sais, j'étais arrivé sur stage, puis ils nous ont comparé pendant 6 minutes. Ça, c'est vrai. C'est quand même assez long en termes de comparaison. Là. Puis à la fin, là, on le voyait, tu sais, même sur le vidéo, là, j'étais plus capable de bouger comme il faut, plus capable de flexer comme il faut. Je crampais. Tu sais, je suis sorti de scène après ça, là, puis je suis tombé sur les tables backstage. Tu sais, j'avais vraiment donné mon 100%, mais j'attribue ça à un manque d'expérience. Tu sais, il me reste certaines choses à travailler. Tu sais, mon posing, souvent, rendu à l'overall, je perdais mon vacuum. Ça, c'est tu sais, quand on aspire l'estomac vers l'intérieur, tu sais, pour donner l'impression d'une petite taille, je le perdais. Je faisais des faux mouvements sur le stage. Tu sais. Il me manquait... C'est là où je me suis rendu compte les choses que j'avais améliorées. Tu sais, mon posing. Être capable de toffer en plus longtemps. Parce que je pensais que j'étais correct, mais non. Donc, je vois que tu as fait des gros apprentissages aussi. Hein? Oh, oui, 100%. Il y a eu un résultat ultimement, parce que souvent de l'extérieur, on regarde le résultat, mais le plus important, c'est l'apprentissage qu'on en retire. Oh oui. Puis non seulement j'ai appris beaucoup, tu sais, sur ma personne aussi en faisant ça, parce que tu sais, là, j'ai comme vu une nouvelle limite physique où ce qui était un peu. Tu sais, quand je suis sorti de l'overall, j'étais tellement brûlé, je dis OK, faut vraiment que je repousse ma limite physique à ce niveau-là. Puis ça, j'ai comme appris ça de moi-même, dans le fond. Puis aussi les choses auxquelles fallait que j'améliore. Il me manquait un peu de masse musculaire sur le chest, un peu dans le dos aussi, puis ainsi de suite. Fait que les apprentissages qu'on fait, les choses qu'on aurait pu mieux faire. Anecdote à part, durant la préparation, oui, on suit un régime très, très strict puis tout ça, mais le coach, ça se peut qu'il dise « Aujourd'hui, tu as un cheat meal ». Puis dans mon cas, ça arrivait quand même souvent parce que je perdais du poids rapidement. OK, fait que il avait le droit de te gâter un petit peu plus. Sauf que moi, je me gâtais. Tu sais, la question que je lui demandais, c'était « J'ai-tu une limite? » Il fait « Non, mange ce que tu veux, mais un repas. » Souvent, j'allais dans l'excès. Fait que ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que j'ai appris, que ça sert complètement à rien. Ça fait juste que tu as mal au ventre. Ça fait juste que tu dors mal après. Fait qu'à ma prochaine préparation, qu'ils me disent « tu as un droit à un cheat meal », je vais peut-être être raisonnable. ça ressemble à quoi, sans indiscrétion, un cheat meal pour toi? C'est quoi qui te... C'est une poutine? C'est-tu... Oui, il y a une poutine là-dedans. OK. Mais souvent, ce que je mangeais, là, mon go-to, qu'on pourrait dire, c'était une pizza large avec une poutine puis ce qui traînait de bon dans la maison. Puis après ça, je retombais sur la diète. Un repas avec quelques calories. Il devait avoir 5000 calories environ dans le repas. Aïe, OK. C'est du solide, ça. Dis-moi, Gabriel, comment est-ce qu'on peut garder son focus quand, tu sais, la vie, des fois, nous fait passer à travers différentes épreuves, des mauvaises nouvelles, peu importe c'est quoi. Comment tu fais, toi, pour garder ton focus sur ton objectif, ton entraînement, puis pas tomber dans un creux, parce que tu dois en avoir aussi, malgré toute ta discipline. Qu'est-ce qui c'est quoi tes trucs? Si tu aurais donné des trucs à des gens quand on pogne un creux, là? Heureusement, au niveau des mauvaises nouvelles, j'en ai pas eu durant ma préparation. Fait que ça n'a pas été quelque chose avec quoi il a fallu que je deal. Mais un truc, dans la vie, j'utilise beaucoup la visualisation. OK. Lorsque j'ai un objectif, je vais pratiquer la visualisation, je vais me voir où ce que je veux être à mon objectif. Puis je pense que lorsque l'objectif est plus grand que la douleur que tu vas ressentir en le faisant, ça devient moi je pourrais non important. Tu sais, oui, c'est difficile ce qu'on fait, c'est super régimenté, tu as faim 24 heures sur 24, faut que tu t'entraînes pareil, faut que tu ailles au travail pareil, oui, c'est
on pourrait appeler ça difficile, mais quand l'objectif dépasse, quand le but ultime dépasse le niveau de souffrance que tu ressens, ça devient non important. L'objectif est trop important. OK. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je suis resté focus. J'avais un objectif. Je me sentais pas bien à tous les jours. Je me sentais fatigué, mais l'objectif au bout de la ligne était tellement grand à mes yeux que c'était pas grave. Je restais focus. OK. Fait que tu sais, je pense que ça, je l'ai pratiqué vraiment dans d'autres sphères de ma vie aussi. Souvent, quand je veux accomplir quelque chose, je vais visualiser ce que je veux accomplir, puis je vais en mettre de l'importance à cet objectif-là que j'ai. Quand je me mets un objectif, j'en mets de l'importance. Tu sais, j'y mets une haute valeur à mes yeux, si on veut, puis après ça, ce qui arrive, pas grave. J'aimerais ça revenir un petit peu, Gabriel. Dans ta vie de tous les jours, donc quand tu es dans un mode, disons, préparation, donc quand tu te lèves le matin, j'imagine il y a des routines à toutes les étapes de ta vie, hein, de ta journée. Hein? Tout est une routine. Tout est une routine. OK. Je me lève le matin, souvent je vais préparer mon linge la veille, après ça je vais aller me brosser les dents, après ça je vais déjeuner. Tout est fait de façon très 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 ordonnée. Je pense que c'est un peu un système aussi qui amène à la réussite parce que tu n'as pas besoin, comme vous avez dit tantôt, pas besoin de penser à ces petites décisions-là parce que c'est comme un système. Ah oui. Donc, la routine, c'est tout en fait en préparation pour une... Quand tu regardes, Gabriel, la vie d'un professionnel dans ce que tu fais, là, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ça? Comme j'imagine que tu prends plaisir, toi, à t'entraîner. Moi, je suis tombé en amour avec le sport. Okay. Vraiment, pour tout ce que ça représente. Il y a souvent le bodybuilding, tout dépendamment quel niveau de connaissance on a du sport, des fois peut même être mal vu. Mais tu sais, parce que n'importe quoi qui n'est pas la norme peut être mal vu tout simplement. Absolument. Ah oui, t'as raison. Je suis tombé en amour avec le sport. Fait que tu sais, quand je vois les pros, je pense la chose que j'aime le plus. Moi, je pense que j'ai toujours été à la recherche du sentiment d'accomplissement personnel. OK. Puis de gagner en étant professionnel, c'est tellement difficile que je pense que c'est ça le but ultime, c'est juste de peut-être se prouver de quoi à soi-même. Est-ce que tu prends plaisir à t'entraîner tous les jours? Quand tu es au gym? Oui, ça... Tu es heureux quand tu es au gym? Je suis heureux. Puis, s'il y avait une chose dans tout ce que tu as accompli pour arriver à tes objectifs, que tu dis ça, c'est la portion qui vient avec, on n'a pas le choix, mais je l'aime moins. C'est-tu les repas? C'est quoi que toi, tu dirais que ça... Je vis avec, là, mais... Je vous dirais que c'est le manque de temps avec famille et amis. OK. Parce que la vie que je mène en ce moment est plus solitaire. J'ai pas vraiment beaucoup de temps ou très peu de temps accordé souvent aux sorties. Parce que quand je m'en vais quelque part, il faut que je prépare les repas que j'amène. Je mange pas. Même en étant off-season comme ça, des fois, j'ai pas le choix d'amener mes propres repas pour suivre ma diète quand même si je suis pas en préparation pour une compétition. Puis le fait de manquer des fois des occasions, de passer moins de temps avec famille et amis, ou je le vois aussi l'impact que ça a aussi sur ma blonde, puis ainsi de suite. Elle me supporte là-dedans, puis je suis infiniment reconnaissant pour ça, mais c'est quelque chose que pour atteindre mes objectifs, j'aurais pas le choix de continuer à faire, mais mon entourage comprend aussi, comprennent la valeur que j'y vois là-dedans, puis ils respectent ça, du moins je pense, parce qu'ils me supportent tout là-dedans. C'est un côté, Gabriel, qu'on parle pas souvent, même je regarde dans la presse ou dans les médias, les conjointes de gens, d'athlètes professionnels ou même d'athlètes amateurs, c'est le même niveau d'intensité. C'est une autre dimension qui est tellement importante parce que ça contribue à votre stabilité. Oui, ça 100%. Contribue à votre succès. Hein? Oui, je veux dire, en préparation, ma blonde, justement, ça va être elle qui va mettre une certaine structure des fois quand c'est indispensable. Là, ça, c'est sûr, certain. Je pourrais réussir tout seul, réalistiquement. Mais j'aurais des écarts des fois que je me rendrais compte plus tard, j'ai comme failé à ce niveau-là, que
ou tout simplement juste le support au jour le jour, les tâches qu'on a à faire à la maison, le gazon, il faut qu'il se coupe pareil, là. Je donne l'exemple du gazon, là, mais ça peut être bien d'autres choses, c'est... Les conjointes, ils emmènent large quand ils supportent quelqu'un. Là. Si tu avais, Gabriel, un conseil à donner à un jeune qui manque de discipline, qui se perd un peu aujourd'hui, il y a tellement de distractions, il y a de la drogue, il y a les médias sociaux, on peut tomber dans de la comparaison qui devient très néfaste. Ah, entièrement, oui. Qu'est-ce que tu aurais avec l'expérience que tu as puis le focus que tu es capable d'avoir? Qu'est-ce que tu donnerais comme, si on peut dire, conseil ou piste de réflexion à la jeunesse d'aujourd'hui? Je suis pas un professionnel de la jeunesse. Surtout en ce moment, ça a l'air d'être plus complexe que ça a jamais été. Mais souvent, ce que je remarque, c'est des jeunes qui ont des problèmes avec la discipline ou qui ils savent pas nécessairement où ils veulent s'en aller ou qui... Il y a comme deux choses là-dedans. La première chose, je pense, c'est qu'il y a un manque d'un objectif concret. Puis après ça, il y a un manque d'un centre d'intérêt. OK. Parce que, tu sais, souvent, à l'école, tu sais, c'est... À l'école, veut pas, tu sais, c'est un peu un système, tu sais, pour former le futur travailleur, tu sais, tu te présentes à telle heure, tu as un break à telle heure, tu vas manger à telle heure, tu sais. Mais tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, je pense que ça va pas chercher nécessairement tous les jeunes. C'est plus la même réalité, mettons, que si on compare dans les années 1900, peu importe à quel moment, tu sais, c'était beaucoup ça. Ouais. C'était ça la vie, on se trouvait un emploi, on restait là 40 ans, on prenait notre retraite, puis ainsi de suite. Mais tu sais, à cette heure, on est comme en shift entre deux réalités, je pense, entre une nouvelle type de carrière. Tu sais, moi, juste dans ce que j'ai fait, je suis pas vieux, j'ai 28 ans, j'ai fait plein de choses, là. J'ai été en vente, j'ai fait plusieurs choses. Mais je pense que les jeunes, des fois, tu sais, même encore aujourd'hui à l'école, se font dire, tu sais, choisis dans quoi tu veux aller. Mais tu sais, ça veut pas dire qu'il le sait tout de suite. Tu sais, peut-être que c'est important pour lui, à ce moment-là, de trouver quelque chose qui l'intéresse, de se setter un objectif, puis après ça, de mettre sur papier, bon, pour atteindre cet objectif-là, c'est quoi les choses qui sont à réaliser? Bon, ça, ces choses-là sont à réaliser. Ensuite de ça, au quotidien, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Ensuite de ça, à l'heure, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Tu sais, je pense que c'est un manque de centre d'intérêt. Tu sais, des fois, ils n'ont pas nécessairement... Ouais. Tu sais, ils vont aimer ça jouer aux jeux vidéo avec des chums, avec ci et que ça, mais un intérêt pour quelque chose, c'est rare, en tout cas moi, que je vois des jeunes qui sont... Hey, je suis passionné là-dedans, tu sais. J'utilise souvent, Gabriel, l'expression qu'il faut tomber en amour avec le processus. C'est ce qui fait 100%. qu'on devient performant, parce que si toi, t'aimes t'entraîner, ben, t'es en amour avec le processus. Si on me demande si j'aime mieux, tu sais, avoir plus de lousse en off-season ou être hyper strict en prep, je prendrais la prep n'importe quand. J'adore être en prep, moi. Ah oui. J'adore ça. Tu sais, c'est le travail ultime vers l'objectif que tu as. C'est là que tu le fais. Fait que, tu sais, les jeunes, je pense que c'est souvent ça. Tu sais, juste un manque d'intérêt, un manque d'objectifs concrets. Tu sais, sont oubliés un peu là-dedans. Puis comme tu le disais aussi, Gabriel, je pense qu'il y a une étape dans la vie aussi où il faut être en exploration. Parce que des fois, c'est un peu plus long à trouver vraiment ce qui nous fait vibrer. Oui. Non, 100%. Puis, tu sais, pour revenir à l'exemple de l'école, je me rappelle, moi, j'avais des professeurs qui me disaient, tu sais, si tu sais pas ce que tu veux faire, tu feras rien. Ben, let me prove you wrong, I guess. Oui, absolument. Tu sais, non, moi, je le sais que je vais faire de quoi dans la vie, c'est juste que ça m'intéresse pas d'aller au cégep. Tu sais, moi, c'est ça qui m'a marqué. Je me faisais rentrer dans la tête d'aller au cégep. Ça me tentait pas d'aller au cégep. Mais je me suis trouvé un centre d'intérêt. C'était l'automobile. J'étais allé faire un DEP en automobile. J'ai pas travaillé là-dedans, mais je me suis trouvé un autre objectif. J'étais allé faire ça. C'est juste de se trouver quelque chose qui nous tient un peu à cœur, tu sais, qu'on met de l'importance là-dedans. Puis après ça, la discipline, ça suit. J'aime beaucoup ton modèle, Gabriel, parce que c'est simple aussi. C'est se trouver un centre d'intérêt, puis avoir un plan, puis visualiser son plan aussi. Moi, la visualisation, c'est ça qui m'a permis vraiment d'avoir, peu importe dans ce que j'ai fait, qui m'a permis d'avoir des résultats. Parce que avoir de la motivation, ça, pour rentrer dans la motivation, c'est éphémère. On va être motivé un jour, là, ça va bien aller, là, on va être performant, là, on va... Le lendemain, il n'y en a plus. C'est terminé. C'était éphémère. La discipline, ça reste. Puis quand on est capable de visualiser le résultat une fois terminé, l'objectif, la discipline,
la visualisation va avoir un impact sur la discipline. Puis quand on parle de discipline, Gabriel, aussi j'aime beaucoup dire les systèmes, parce que je t'écoute parler. Puis derrière la discipline, c'est qu'il y a un système qui minimise que tu as besoin d'avoir autant de discipline. Oui. C'est qu'il y a un système qui fait que tu suis le système, puis ça va bien. 100%. Puis ça, je peux mettons, mon coach fait partie d'un des systèmes. J'ai pas besoin de penser à ce qu'il faut que je mange. Non, moi, ma job, c'est manger. Lui, il va me dire quoi manger. C'est le système. Il va me dire comment m'entraîner. Moi, c'est la chose qui me reste à faire, c'est d'aller au gym, d'aller m'entraîner, de manger, de dormir, puis de répéter les étapes. Ah oui. Puis tu sais, souvent, pour atteindre un objectif, c'est simple. C'est souvent quelque chose de simple qu'il faut répéter plusieurs fois. Puis dans mon cas, ça se trouve être ça. Je m'entraîne, je mange, je dors, puis je répète pendant des semaines et des mois. Puis éventuellement, j'arrive à un objectif. Puis là, tu sais, tout le monde dit « Ah, jamais j'aurais été capable de faire ça. » Je fais « Mais peut-être que c'est juste pas dans tes centres d'intérêt parce que c'est simple. C'est vraiment simple. » Ah oui, je comprends. Mais on peut sentir ta passion. Gabriel, aurais-tu un commentaire? Je pose souvent une question vers la fin de l'entrevue et je te donne un gros billboard le long de l'autoroute 40. OK. Puis, tu as une phrase à mettre dessus, sur ce billboard-là. Tout le monde qui vont passer vont voir cette phrase-là. Serait signé Gabriel Côté. Qu'est-ce que tu mettrais comme... Oh mon Dieu. Il y en avait quelques-unes auxquelles je pourrais penser. On peut te l'agrandir, si tu veux. On peut l'agrandir. La première que j'ai utilisée quand que j'étais... J'ai beaucoup de citations qui sont mettons, en dedans de moi par lesquelles je vis, là, qui m'ont été instaurées avec le temps pour diverses raisons. Il y en a une, c'est « dress up and show up ». OK. Celle-là, quand j'étais pas motivé, puis là, il fallait que j'aille faire du porte-à-porte pour la vente, puis tout, puis tu sais, veux pas les peurs de ce qui pourrait se passer, ainsi de suite. Je me disais juste, gars, dress up and show up. Dress up and show up, pour ceux qui parlent pas anglais, donc c'est... Habille-toi, puis présente-toi. Présente-toi, puis mets-toi sur ton 36. Ouais. La deuxième, ça pourrait être... L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît un moine par son habit. OK. Fait que, tu sais, pas nécessairement par rapport au linge, mais par rapport aussi à la façon dont tu te comportes. Oui. Tu sais, t'es peut-être pas un expert dans ce que tu fais, mais si tu t'y intéresses puis tu t'enlignes vers ça, éventuellement, on va reconnaître que c'est ça que tu veux devenir. Absolument. Puis la dernière, c'est quelque chose que mon père disait, puis c'était... Pas capable, ça n'existe pas. Si t'es encore capable de dire t'es pas capable, c'est parce que t'es encore capable. Il y a beaucoup de capables dans cette phrase-là. Ah oui. Mais essentiellement, il m'a jamais expliqué ce que ça voulait dire, en fait. Mais la déduction que j'en ai faite, c'est si t'es capable de dire que ça fait mal, c'est parce que t'es encore capable de pousser. OK. Ça, il me l'a répété souvent quand j'étais jeune, puis ça me trotte souvent dans la tête, je veux dire. OK. Non, je trouve que tu es un bel exemple, Gabriel, quand on parle de tu sais, au début, tu parlais de génétique, absolument. Mais il y a aussi la capacité mentale, capacité à rester focusé, parce qu'il y a bien des gens qui embarquent, qui se mettent des systèmes, mais qu'une semaine après, sont pas prêts à faire l'effort pour y arriver. Puis ça fait tellement ressortir aussi, quand on regarde un iceberg, hein, puis qu'on voit ce qui sort de l'eau, puis tout ce qu'il y a dans l'eau. Tout le travail qui est en arrière pour arriver à accomplir ce que tu as fait, c'est souvent démesuré, puis on le voit pas. Hein. Ouais. Mais c'est souvent aussi, je pense, une chose que les gens font en erreur, c'est de mettre des étapes trop grosses tout de suite. Tu sais, chaque succès, c'est une accumulation de petites choses qui ont été répétées et accumulées. Tu sais, on peut pas... je peux pas me dire, OK, dans 2 semaines, je serai prêt pour un show. Je peux pas non, ça va prendre plusieurs étapes. Tu sais, fait que la réussite, tu sais, c'est ça, c'est de splitter le niveau d'effort sur peut-être une plus longue période, dans mon cas. Puis après ça, de le faire constamment. Puis l'effet cumulé va devenir que le succès va être grand.
tout simplement. D'où l'importance d'être en amour avec le processus. Ah, ça, c'est fondamental. Ouais. Gabriel, merci infiniment pour cette superbe entrevue. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est toujours fascinant d'aller dans le détail derrière des athlètes de pointe. Puis écoute, je te lève mon chapeau parce qu'en même temps que tu fais ça, faut pas l'oublier aussi. Tu as un emploi à temps plein. Oui, puis j'ai une entreprise aussi. Oui. Tu vois, on n'en avait pas parlé, donc je te lève mon chapeau. Ouais, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci, Gabriel.